Bon, Donc, chrono, c'est en live. Eric, nous sommes en direct. Bonjour, chers amis internautes, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment de votre patience, de votre indulgence. C'était le temps pour nous de vérifier quelques informations que nous allons partager avec vous pour être, on dira, à la hauteur. Bonjour Atlas, bonjour Sam bonjour Milly, merci d'être là. Bonjour Boussad, Eric, je te dis bonjour. Céline, bonjour. Tu m'as fait trop marrer avec ton texto. Eric, bonjour. Bonjour à toi aussi, bonjour à toutes et à tous, bonjour à Atlas 2.0, bonjour à Boussad, Chabani, bonjour à tous les autres. Voilà, et bonjour à Céline. Et bonjour à toi aussi, Jules. Merci, Eric. Alors, comme vous le savez. Et bonjour aussi à Militi. Comme vous le savez, nous sommes en plein combat contre des fous. Pour moi, ce sont des fous. Les gens qui nous imposent tout et n'importe quoi, pour moi, ce sont des fous. Donc, on ne va plus essayer de comprendre la logique qui est la leur du moment où on a déjà réalisé ce diagnostic que je viens de poser. À la base, on a en face de nous des fous qui tiennent à tout prix à nous diriger. Donc, ceci peut expliquer cela. Je voudrais commencer cette courte capsule avec vous que je fais avec Eric Merel, à qui je dis encore merci pour sa sommation. La sommation, elle est en dessous du dernier post que nous avons fait. Donc, il faudra aller cliquer dessus, même si elle n'est pas complètement achevée, ce n'est pas grave. Les détails, si vous en avez besoin, vous allez soit me contacter, soit contacter Eric Merel dans sa chaîne, ou à travers l'association Évidence, ou à travers moi, encore une fois de plus, par Messenger, ou à travers lui par Messenger. Donc, vous pouvez le contacter sans problème. Le nécessaire est fait. Alors, en ce qui concerne les dernières informations, il avait été dit que c'est une bombe qu'on va vous annoncer, hein. Attention. Il avait été dit que le masque serait obligatoire à partir du 1er août. Après, ça a été reporté, ce que je vais vous faire voir à une date très proche. Et finalement, il y a d'autres informations qui apparaissent que je laisserai Eric expliquer tout à l'heure. Mais avant ça, essayons de nous amuser quelques secondes. Observez bien ce qui est sur l'écran. C'est les masques, ce qu'ils appellent masque obligatoire. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur ce masque obligatoire? Je vais vous le lire. Et alors, ça dit ceci. Attention, deux points. Ce produit est un masque qui s'attache aux oreilles. Ce produit n'est pas un respirateur, d'accord, on l'avait compris, et ne fournira aucune protection contre le COVID-19, entre guillemets, entre parenthèses, coronavirus, ou contre d'autres contaminations. En gros, on nous explique que le masque qui est censé ou qu'ils essaient de rendre obligatoire ne nous protège de rien du tout. En d'autres termes, ça veut dire que si tu achètes un masque et que dans le descriptif de ce masque, on te dit blanc sur noir que ce masque que tu achètes pour te protéger du COVID-19 ne te protège non seulement pas contre le COVID-19, mais contre aucune autre pathologie éventuellement contagieuse sous forme respiratoire, c'est-à-dire qui est dans l'air. Ça signifie quoi concrètement? J'ai un petit texte qui m'a été envoyé par Raphaël Blue. Bonjour Raphaël, j'espère que tu vas bien. Et donc, je voulais m'amuser quelques secondes avec ça et vous faire une petite, comment dirais-je, parodie. Je pense que vous connaissez ça. Il court, le coronavirus de Jean-Jacques. Ah, pardon, autant pour moi, je ne peux pas terminer la phrase, vous avez bien compris. Il est passé par-ci, il repassera par là. Le gentil Corona, il est là pour notre bien. Voilà, ça c'est fait. Alors, Eric,
Tu es toujours là, Eric? Ah ben toujours, je suis à la renverse. Tu ne t'attendais pas celle-là. Alors, je voudrais partager quelque chose avec vous avant de laisser la parole à Eric sur les propos du gouvernement. On va y aller très rapidement, ce ne sera pas long. Et à partir de là, on va pouvoir donc développer. Sachez une chose, le masque et l'obligation du port de masque reste toujours une foutaise. Je vous ai fait cette petite capsule pour vous dire que ceci est une fake news. En fait, on est au courant maintenant que les plus grands fake newsers de la planète, c'est nos gouvernants. Voilà. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est parti. Dans tous les lieux publics clos à partir du 1er août, mais le Premier ministre en a décidé autrement. J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations. Le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine. En cause, la reprise de l'épidémie dans certaines régions de l'Hexagone, notamment à Paris. J'ai également, Hélène Rousset, des signaux pas inquiétants, mais en tout cas des signaux d'attention particulière en provenant de certains hôpitaux parisiens, je le dis, avec un certain nombre d'indicateurs. Vous savez, nous suivons des batteries d'indicateurs, ce que j'appelle des signaux faibles de reprise épidémique, les appels à SOS médecins, le nombre d'appels au SAMU, le nombre d'admissions à l'hôpital. Mais c'est en Mayenne, à 250 km à l'ouest de Paris, que le seuil d'alerte est officiellement dépassé. Dans ce département très agricole, les masques deviennent obligatoires dans les lieux clos dès maintenant. Sur une semaine, le département enregistre 50,1 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Or, pour les autorités sanitaires, le seuil d'alerte est de 50 pour 100 000 habitants. Dans la petite ville de l'Huisserie, la population vient se faire tester en masse. La Mayenne compte 7 foyers épidémiques, alors les habitants ont besoin d'être rassurés. Parce que j'ai plus peur pour les autres que pour moi. J'ai peur, disons qu'on est anxieux. On était dans une région où on était le moins touché. Donc peut-être que les gens se sont un peu trop relâchés. 5,6% des tests se révèlent positifs, un pourcentage plutôt haut. Pour l'instant, pas question de reconfinement. La Mayenne espère pouvoir tester 300 000 habitants et rompre les chaînes de contamination. Voilà. Donc, rebonjour Eric, comment vas-tu? Oui, très très bien, avec ces revirements de situation un petit peu abracadabrantesques, hein. Mais en même temps, je te dirais que c'est tellement rigolo que bon, c'est pitoyable. D'un autre côté, on va pas lâcher l'affaire, parce que moi, effectivement, ils m'ont embêté. Là, ils sont venus me titiller un peu personnellement, directement, on va dire. Bon, même si c'est pas vrai, hein. Mais c'est vrai que bon, ça m'a obligé à écrire en quatrième vitesse une sommation, donc par rapport à cette obligation de masque, de port de masque, qui est devenu recommandé, hein, depuis, il y a eu un revirement de situation. Donc effectivement, ce que je voulais vous dire, c'est que l'obligation qu'il y avait pour nous partout dans les magasins, les lieux clos, quoi, de l'obligation de porter le masque, c'est obligé, hein, c'est recommandé maintenant. Par contre, tout ce qui est aéroport, les gares. Attends, il faudrait peut-être que tu répètes ça. Ça dit que l'obligation du masque est devenue quoi? Voilà. Alors, l'obligation du masque, alors je sais pas si vous êtes au courant, enfin, il y a eu une décision ministérielle qui a été communiquée de l'État, hein, dont justement l'article en question en lien c'est actu.net, je crois, fait état, c'est qu'en gros l'État a changé d'avis. On va dire, il a rétropédalé. C'est-à-dire que maintenant l'obligation qui était faite pour tout le monde de porter un masque dès demain et avant c'était dès le 1er août. Mais donc pour tout ce qui est magasin, enfin, voilà, tout ce qui est lieu public clos, c'est-à-dire toutes les grandes surfaces, etc., les restaurants, etc. Et ça c'est plus obligatoire. C'est redevenu entre guillemets normal, c'est-à-dire recommandé. Mais le problème qu'il y a, c'est que l'obligation elle-même de porter les masques dans les aéroports, les gares, etc., ça c'est encore obligatoire. Donc je me suis dit que le seul moyen qu'on a, finalement, enfin on a plusieurs moyens, vous inquiétez pas, je vais adorer me le faire ce masque, en long, en large, en travers. Il soit blanc, noir, cousu, pas cousu, je vais me le faire, il va s'en rappeler de ma figure pour le coup, mais c'est que là, on a un moyen
avec la sommation de mettre un terme définitif, j'ai bien dit définitif, à toute obligation éventuelle future de port de masque, mais même si c'est recommandé. Ça veut dire qu'on va devoir, nous, les citoyens, agir auprès des grandes surfaces, auprès des coiffeurs qui, parce que même si c'est pas obligatoire, pour eux, ça reste un peu une obligation, on va dire. Donc, le seul moyen qu'on va avoir, c'est que, on le rappelle, d'ailleurs, c'est simple, vous y allez avec votre photo. Non, Jules, ne la montre pas intégralement quand même, parce qu'on sait qu'il y a un certain monsieur Fiorel qui va se faire un plaisir de piquer le truc, donc, D'accord, ok. Donc, monsieur Fiorel, si vous me piquez ce truc-là, cette fois-ci, je vous garantis, je vais vous trouver, il y a votre adresse, je vous garantis que je ne vais pas vous lâcher. Donc, mis à part ça, au moins vous avez montré, je vous ai montré, donc la sommation est prête, quasiment prête, on va rajouter quelques petites choses, mais le but, si vous voulez, c'est que, dans la grande surface, Jules, tu peux leur montrer la photo du paquet de masques là? Bien sûr, avec plaisir. Avec joie. Vous allez vous marrer, vous allez voir, c'est énorme. C'est énorme. Même à la poste, ils m'ont pris la tête hier, mais avec ça, je vais rigoler. Alors, oui, avec ça. Vous allez avec ça devant la grande surface, ils vont dire non, vous rentrez pas, il n'y a pas de masque. Ah bon? Ok, d'accord. Donc, vous avez acheté le produit chez eux, et il y a marqué donc en gros, que ce produit-là, en gros, grosso modo, ça protège pas du Covid. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, donc, ça veut dire que vous pouvez contacter la direction générale de la répression des fraudes, et vous pouvez déposer une requête pour publicité mensongère, voire trompeuse, de nature à induire en erreur, ou même éventuellement, vous pouvez même aller plus loin en disant que c'est carrément une tromperie sur un marchandise vendu. À partir de là, la direction générale des fraudes va aller contrôler dans des magasins, va mettre des grosses amendes et va retirer ces masques de merde. Donc, en gros, ça veut dire qu'on a ce moyen de pression-là sur les grandes surfaces pour qu'elles ne fassent plus de commerce du tout avec ces masques de merde. On va dire, en gros, grosso modo. Moi, demain, lundi, je vais chercher. Faire des photos, je vais acheter mon paquet de masques. Ah ouais, je veux mon masque, comme je disais à Jules au tout début, je veux mon paquet de masques. Lundi, je vais l'avoir, je vous jure, je vais l'acheter. Je vais me faire plaisir, je vais m'en prendre 2, histoire d'avoir équilibré dès demain. Et puis après, je les ferai cramer une fois que j'aurai fait la vidéo, parce que après, c'est ça le but, c'est de montrer symboliquement que moi, c'est comme les pieds, les masques, moi, je les crame. Voilà. Mais en respectant, bien évidemment, les règles de sécurité, évidemment. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, alors, quand vous allez acheter votre paquet de masques, vous allez avoir un ticket. Donc avec le nom de l'enseigne qui a des tiens. À partir de là, juridiquement, vous avez un lien, si vous voulez. Il est pas vraiment, il est pas réel puisque vous n'avez rien signé avec la grande surface, mais indirectement, vous avez quand même ce lien qui est créé par le ticket donc de votre achat qui prouve que c'est vous qui avez acheté la chose. Alors si vous faites faire une facture, c'est encore mieux. Donc ça prouvera que c'est bien vous qui avez acheté ce truc-là. Et avec ça, vous faites la réclamation à la direction générale des fraudes. Répression des fraudes, pardon. Et normalement, celle-ci, quand elle va recevoir une requête, voire 2, voire 10, voire 30, voire 1000, ils vont faire le nécessaire. Ils vont aller dans les grandes surfaces, ils vont dresser les amendes, et ça va être coton. C'est très très lourd au niveau du prix. Et de cette manière-là, si vous voulez, les masques, ils vont faire pchit en bonne et due forme et une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'après le masque, il n'existera même plus du tout. Et il faut savoir aussi, c'est que ces masques, finalement, vous voyez le visuel là, c'est-à-dire que ces masques-là ne fait que confirmer finalement 10 ans de recherche, ils sont dans la sommation que je trouve, 10 ans de recherche scientifique qui ont été faites sur les masques et qui disent tous la même chose que ce qui a marqué sur ce petit bout de papier. Enfin, il y a des détails plus, mais en gros, ils vous disent aussi, il y a 10 ans de recherche de masques sur les masques qui ont été faits en 10 ans, et en gros, ça sert à rien. Sauf dans une salle d'opération où là, vraiment, c'est le chirurgien qui opère en direct. Mais dans tous les autres cas, aéroports compris, les trains, les gares, les coiffeurs, les restaurants, je sais pas où, on pourrait même peut-être éventuellement mettre des lieux dans les couches-culottes, j'en sais rien, mais partout, dans tous les lieux imaginés, qu'on peut imaginer, même dans les toilettes si on veut, partout on pourrait dans l'espace éventuellement aussi, là je déconne un peu, mais tout ce qui n'est pas un lieu, une salle d'opération, ça ne sert à rien. Donc avec ça, ils vont devoir s'y faire. C'est-à-dire que l'État va peut-être voir
il va devoir comprendre qu'on lui a mis bien profond, parce qu'à force de la mettre lui pendant pas mal de mois bien profond, il est temps que nous aussi, on lui montre qu'on est là, quoi. Voilà. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si nous, on n'agit pas, nous, on va le faire. Moi, demain, avec la sommation, c'est bon. Hein. Il y a Gaël qui va me contacter tout à l'heure, le président de l'association Vivance qui va me contacter. Donc, j'ai aussi, je remercie vraiment très, 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 très chaleureusement un sacré bonhomme qui s'appelle Philippe Leroc, qui vous reconnaîtrez un petit peu sa patte. C'est-à-dire qu'il a réussi, parce que lui, comme il est écrivain, il a fait une petite mise en forme au niveau un petit peu comme un bouquin, ce que moi, en tant que juriste, je ne sais pas faire. Et puis bon, honnêtement, ça me prendrait beaucoup de temps. Donc grâce à Philippe, que je remercie encore très chaleureusement, on a fait un travail béton. Et je peux vous dire que ce qu'a fait aussi Philippe, c'est qu'il a fait un annexe lui-même. Donc il a fait un texte lui-même par rapport à cette sommation et qui concerne nos chers tests qui ne servent aussi à rien. Donc par contre, évidemment très très détaillé, très sourcé. Donc si vous voulez. On va mettre normalement, on devrait mettre ça, on devrait enterrer tout ce qui est masque, confinement, les tests, tout ça en une seule sommation, on enterre tout une bonne fois pour toutes. Donc effectivement, avec ça, on va être vraiment très tranquille après. Après, on doit peut-être nous trouver autre chose, c'est sûr, hein, parce que là, quand ils en sont arrivés à revenir encore en arrière alors qu'ils avaient dit le contraire avant et puis qu'avant, il ne faut surtout pas croire, c'est quand même média. Il ne faut surtout pas croire que ces gens-là vont arrêter comme ça. Ils vont arrêter comme ça le jour où il y aura des citoyens qui auront le pied dans une chaussure, de préférence de type militaire ou de randonnée, là, des crampons, et que la chaussure sera sur leur tête. Tout à fait. Là, ils arrêteront. Enfin, ils n'arrêteront pas. Alors évidemment, la chaussure sur la tête d'un élu, c'est une image. C'est pas ce que je conseille. Mais ça veut dire en gros autant qu'ils ne seront pas forcés, contraints, entre guillemets, d'abdiquer, d'une manière ou d'une autre, au moins du point de vue légal, effectivement, ils vont essayer de nous faire rentrer ce masque par les oreilles peut-être, ou par je sais pas, ou par les trous de nez. Donc nous, c'est le seul moyen qu'on a trouvé finalement pour mettre vraiment un terme à ce genre de masque. Même s'ils sont recommandés chez les coiffeurs, ils ne pourront même plus les mettre chez les coiffeurs de cette manière-là, de sorte que après, ceux qui les porteront alors qu'il n'y aura plus de masque du tout nulle part, ils devront juste consulter un psychiatre parce qu'effectivement, ça a été très très impactant au niveau émotionnel pour certains. Et effectivement, je dirais que malgré que des fois on peut me cracher sur la gueule à la poste comme hier parce que je porte pas de masque, je dirais que je comprends un peu la personne qui est dans cette situation-là. Et voilà, mais voilà, qu'elle s'approche pas trop de moi. Parce que bon, voilà, je suis tolérant, mais je suis pas con non plus. Voilà. Et alors, pour vous dire en plus, pour terminer là-dessus, je vais vous dire, alors la sommation, je vais juste vous la lire quelques petits passages parce que c'est très, très intéressant. Tu es là, Jules Montetti, encore? Oui, t'inquiète pas, je suis là. Tu veux pas que je fasse 2 secondes de pause ou bien tu enchaînes directement? Oui, là, j'enchaîne directement, il n'y a pas de souci. Hein. Vas-y. Ouais, parce qu'en plus, après, ça va très, très vite. Et ce que je veux dire, alors, pour les grandes surfaces, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que alors voilà. Ce qu'il y a dans la sommation, en gros, grosso modo, c'est quoi? Ça concerne tous les restaurateurs, tout commerçant, tout prestataire de service, que ce soit pour un service public ou autre, d'ailleurs. Tout ce qui est commerçant, PME, restaurateurs, gérants de salles de sport, banquiers, postiers, directeurs de magasins, grande surface, Carrefour, etc., etc. Mais tout cela, donc, pourrait aussi voir leur responsabilité juridique, dans ce point juridique, engagée. Oui, parce que pour plusieurs motifs par rapport à ce masque, déjà, il y aurait, alors là, c'est une liste qui est non exhaustive, c'est ce qui m'est apparu à première vue comme ça, sans avoir cherché plus, mais il y aurait une discrimination faciès. Oui, parce que entre une personne masquée et une personne masquée, il y a une différence déjà. Il y aura aussi alors le refus de vente. Oui, parce que ça, à partir du moment où tu peux pas rentrer dans le magasin parce que tu portes pas de masque, c'est un refus de vente. Aussi. Il y aurait aussi la mise en danger de la vie d'autrui. Oui, parce que là, c'est carrément le risque d'atteinte ou des dégradations effectives de l'état de santé dû au port du masque. Ça, c'est effectivement, il y a des scientifiques qui le disent, donc c'est précisé, très très détaillé. Il y aurait aussi éventuellement le refus abusif de fourniture d'un service.
pareil, hein, même problème que pour les magasins, hein, entre autres. Il pourrait y avoir aussi l'atteinte à la vie privée, à la dignité, à la liberté de se vêtir, c'est-à-dire comme on le souhaite, hein, et à la liberté de circuler, parce que ça voudrait dire que on pourrait pas aller à tel endroit alors qu'on pourrait aller à tel autre, parce que justement on n'aurait pas de masque. Et donc il y aurait aussi donc, alors quand l'obligation était une obligation, donc c'était imposition d'une mesure de manière unilatérale et sans fondement. Puis il y aura aussi donc pour ceux qui veulent postuler à l'emploi, ça sera la discrimination à l'emploi en cas de contrainte imposée au port du masque par l'employeur, donc pour pouvoir exercer son travail et dans le cadre d'une postulation à un emploi. Ça c'est la partie pratique. Après, il y aurait aussi un complément. Par exemple, il faut savoir que dans un magasin, vous avez une personne qui porte un masque. Elle s'évanouit. Devinez qui est responsable. C'est le magasin, c'est le directeur de l'enseigne, parce que celle-ci pourra se voir assigner en responsabilité puisqu'il est en charge du règlement de son magasin. Et donc automatiquement aussi, l'assureur qui assure l'enseigne pourrait, elle, éventuellement se retourner contre l'enseigne pour par rapport à ça, quoi. En cas d'accident pareil de voiture causé par une personne portant un masque, alors si quelqu'un renverse un piéton ou une voiture ou rentre dans une voiture, qui est responsable? C'est pareil, c'est le conducteur. Parce que moi je me rappelle quand j'ai passé le permis de conduire, il me semble qu'à une époque, on devait surtout, c'était obligatoire d'avoir le champ de vision libre, non obstrué ou masqué par quoi que ce soit, justement pour pouvoir observer les règles de sécurité de conduite d'un véhicule. Il me semble que c'est encore effectif. Donc moi, quand je vois des auto-écoles conduire avec des masques, je me demande où est-ce qu'elles ont mis leur cerveau. Et il serait temps que ces gens-là, on leur botte le cul, pour le coup, parce que là, c'est très grave. Parce que à défaut d'avoir un masque dans un magasin, ça cause pas trop d'accidents avec un véhicule, je veux dire, voilà. C'est pas pareil. Là, il peut y avoir des évanouissements. Imaginez que quelqu'un dans un véhicule soit s'évanouit, parce que c'est pas, ou alors elle peut avoir des maux de tête, ou alors elle peut avoir carrément des problèmes respiratoires importants, et puis elle peut aussi ne pas voir ce qui arrive en face. Donc c'est quand même très grave. Et donc pareil, dans les restaurants ou équivalents, les salles de sport, les discothèques, les banques, les postes de cinéma, les pubs, enfin tout ça, les magasins de bricolage, tout ça, pareil, même scénario, un évanouissement d'une personne portant un masque qui est responsable, je vous le donne en mille, pareil. C'est pour les cités, pareil, c'est les directions qui sont en charge de l'application et de la mise en œuvre de leurs propres règlements. Et donc d'appliquer donc éventuellement une obligation ou des recommandations qui sont de toute façon inapplicables, illicites, qui sont strictement qui ne représentent en réalité sur rien. Et par contre, qui sont nuisibles à la santé, parce qu'effectivement le port du masque, ça cause des graves problèmes de santé. Donc il faut vraiment ne pas perdre ça à l'esprit. C'est très 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 important. Et c'est pour ça que nous, on va faire cette sommation pour que chacun d'entre vous, éventuellement, la fasse également, mais aussi que nous, on va faire ça pour avoir une décision au niveau juridique, mais aussi que les grandes surfaces, les machins, soient mis devant le fait accompli, devant leur obligation de mettre leur cerveau en fonction, si vous voulez, et surtout de comprendre que quand vous allez vous faire couper les cheveux, vous n'avez pas besoin de masque. Je pense qu'avec tous les éléments qu'on vient de vous expliciter ici, et que Jules vous a montré un petit peu la boîte de masques là, plus l'obligation qui devient recommandation, je pense qu'avec tout ça, normalement, on devrait, nous, sans problème, faire sauter ce chapeau de pacotille, quoi, en réalité, effectivement. Voilà, c'est déjà un petit peu ce que j'avais à dire, déjà pour ce truc-là, quoi. Voilà, je suis là, Jules, tu peux revenir si tu veux. Parfait, c'était excellent ton descriptif, c'est très bien. Je tiens à rebondir sur 2-3 éléments sur lesquels tu n'as pas insisté, mais qui nécessitent une persistance concernant la responsabilité des employeurs. Tout à fait. Alors, tout à fait. Il faut bien comprendre. Moi, j'ai des gens qui travaillent dans la restauration qui ont déjà fait des malaises. Ah merde. Oui. Oui. Qui ont été obligés d'aller voir un médecin pour qu'on les conseille une visière à défaut du masque. Et au niveau de la visière, le médecin, au début, ne comprenait pas pourquoi est-ce que l'employeur ne pouvait pas
autoriser simplement la visière. Il disait que Ouais. on n'a pas besoin de l'autorisation du médecin pour dire à l'intérieur d'un établissement si oui Tout à ou fait. non on peut tolérer le fait que la personne porte au lieu d'un masque une visière, d'autant plus que ce n'est pas réglementé. Donc, si ce n'est pas réglementé, ça veut dire qu'il n'y a pas une loi qui régule et qui explique exactement ce que c'est que le port de masque. J'ai répété hier sous forme caricaturale en disant, si je mets mon masque au genou, ben je le porte mon masque. Exactement. Il n'y a rien qui légifère et qui explique la déontologie afférée au port de masque. Donc, que ce soit le port de masque, que ce soit la visière, quand on se retrouve avec des personnes qui, surtout en restauration, dans les sous-sols, se retrouvent en manque d'oxygénation, ce n'est pas de la responsabilité de l'administration, mais c'est de la responsabilité comment dirais-je, du responsable du personnel zélé, je dis bien zélé, qui, au-delà des recherches et des démonstrations scientifiques concernant les néfastes, comment on appelle ça, le côté néfaste du port permanent du masque, a décidé d'imposer ça à ses employés. Donc, il faut bien persister dessus. Cette sommation-ci, en d'autres termes, a également pour rôle de pallier à ça et de mettre les employeurs face à leurs responsabilités et dos au mur. Donc, si parmi vous, il y a des restaurateurs ou des gens qui ne sont pas habitués à ça et qui, de toute façon, on vous le dit, le masque est plus néfaste qu'autre chose, veulent se débarrasser de cette situation. Eric l'a très bien explicité. Je tenais juste à donner cette petite anecdote parce que c'est déjà le cas. Il y a des gens, au moment où je vous parle, qui ont fait des malaises au sein de leur, je parle du cas de l'hôtel Impérial. Pardon, excusez-moi. Dans le cadre de leur travail. Or, ces personnes n'étaient pas forcément informées qu'ils ont une possibilité, même dans la loi, de se défendre contre ça. Donc, du coup, une fois que c'est fait, moi-même qui parle, j'ai donné des conseils, mais je n'avais pas les éléments que Eric il a remis en lumière sous mes yeux. Peut-être que je l'aurais trouvé, peut-être pas. Et donc, ce travail que ce monsieur Eric Merel fait, c'est pour le bien de tous. Donc, il nous mâche le boulot. Il passe des nuits et des nuits. La dernière fois qu'il faisait ça, à 5 heures, il n'était pas encore endormi. On s'échangeait et il me disait, écoute, Jules, je tiens à terminer ça avant de dormir. Donc, les gens passent des nuits et des nuits. Et quand je dis des nuits, c'est parce que lui, il maîtrise déjà son domaine. Il y a des gens qui passeront des jours, des mois dessus pour fournir la qualité de travail qu'il fournit en un laps de temps. Eric, tu as le grand merci je ne sais pas si tu vois le chat, mais en tout cas, tu es remercié par beaucoup. Ah ben, de toute façon, sans nommer une certaine personne, je sais que demain, je vois une certaine personne. Donc, elle se reconnaîtra et c'est génial. Donc, Ok. bon, en tout cas, merci à toutes celles et tous ceux qui me remercient pour ça. De toute façon, je le fais vraiment parce que j'ai envie de le faire, hein, honnêtement. Mais c'est vrai que c'est quand même, voilà, c'est vraiment du truc. J'aime pas qu'on me fasse chier, quoi. Avec ça, avec ça, je me suis dit, bon, alors là, ça va y aller, là. Ah, ça, alors, on se pose toujours les questions sur l'origine du coronavirus. Je m'étais marré et je m'étais amusé à faire une petite parodie en disant, bon, ben tiens, c'est un Chinois qui a mangé le pangolin et les chauves-souris et ce Chinois a contaminé les Américains qui ont contaminé les Européens. Bref, j'avais fait une espèce de parodie dessus. Et finalement, on se rend bien compte que là où les dirigeants, ceux qui se prennent pour des dirigeants, parce que je répète encore une fois de plus, un dirigeant, c'est celui qui respecte les lois naturelles de la protection du vivant et qui protège ses concitoyens. Un dirigeant, ce n'est pas celui qui se met au-dessus de ses concitoyens, qui les écrase et qui a des objectifs à atteindre de gré ou de force. Donc, pour moi, ce genre d'individus ne sont pas des dirigeants. Voyez-vous, un berger est censé amener dans le sens, du moins, le sens qu'on se fait du berger, est censé amener ses ouailles à bon port. Or, nos dirigeants nous exploitent, nous mettent en porte-à-faux pour leurs objectifs personnels. Pour moi, ce ne sont pas les dirigeants. OK? Pourquoi est-ce que je disais ça?
Lorsque on regarde les origines du coronavirus, on ne nous dit pas, au-delà du fait que ce soit éventuellement un pangolin, une chauve-souris ou un gène pathogène qui se serait échappé d'un laboratoire super sécurisé P4. Alors, entre parenthèses, oui, entre parenthèses, j'aimerais vous expliquer le fonctionnement qui permet de dire que les laboratoires P4 sont sécurisés. Les laboratoires P4 sont mis en forme de dépression, à telle enseigne que, quand bien même il y aurait une fuite quelconque dans un laboratoire, au lieu que l'air contenu dans ce contenant s'échappe pour aller à l'extérieur, c'est plutôt l'air de l'extérieur qui rentre dans le laboratoire. Je répète, vous avez un ballon. Lorsque votre ballon est percé, c'est l'air qui sort du ballon et qui va à l'extérieur. Dans les laboratoires P4, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'air qui est contenu dans le ballon ne sort pas, mais il aspire plutôt l'air de l'extérieur. Donc, voilà ce qui explique ce qu'ils appellent la protection et la sécurité des laboratoires P4. Les laboratoires P4 sont en dépression et peuvent rester en dépression pendant des jours et des jours. Donc, quand bien même il y aurait une grosse fuite, pour que la dépression puisse être comblée par l'air ambiant externe, il faudrait déjà que la dépression qui est contenue dans ce contenant puisse atteindre sa saturation et atteindre les mêmes niveaux de barre ambiant à l'extérieur. En d'autres termes, on ne peut pas parler d'une fuite de virus d'un laboratoire P4. Deuxièmement, si on nous explique que ce sont des individus qui se sont barrés avec des tubes de virus pour sortir à l'extérieur, le système de protection et de sécurité est fait à telle enseigne que, à chaque étape de nettoyage, on vérifie si vous avez quelque chose sur vous. À telle enseigne que, pour sortir d'un laboratoire, c'est pratiquement à poil que tu sors de là. La tenue que tu as utilisée pour te protéger et faire tes manipulations est également une tenue en dépression. En d'autres termes, si la tenue même se perce, au lieu que ce qui est dans la tenue aille à l'extérieur, ce sera l'inverse. Il faut comprendre qu'il traverse au moins 12 chaînes de nettoyage où il se désinfecte, où est ceci, où est cela, jusqu'à arriver à la sortie. Donc, les histoires de virus potentiellement échappés, quand bien même on parlerait de virus, c'est un mensonge, voyez-vous? Donc, une fois qu'on a compris ça, à moins que le laboratoire ait été explosé à coups de bombe, a atteint la zone sécurisée, bunker, parce qu'il faut savoir que ce sont des bunkers qui sont faits pour résister à des tremblements de terre, à des attaques d'ogives, ce sont des trucs qui sont faits pour résister. Donc, à moins qu'un tremblement de terre sournois ait détruit la structure sans que personne ne se rende compte. Jusque-là, on n'arrive pas à expliquer le mécanisme qui fait qu'il nous raconte l'histoire du laboratoire. Donc, j'aimerais vous rappeler une petite anecdote. Lorsqu'on nous a parlé dernièrement du soufre de Paris et que je vous avais dit que j'ai été victime de cette pluie chimique et que les symptômes dont on parlait, du mal de tête, de mal au bide, de la peine à respirer, des problèmes de vue, de mal à la gorge, ça m'est arrivé à moi et à plein de mes voisins à qui j'avais posé la question. J'avais 2 enfants qui étaient avec moi qui ont eu les mêmes symptômes. On avait des vertiges, tout ce que je viens de vous dire, qu'ils attribuent au coronavirus. J'avais fait un post dessus et je sais de quoi je vous parle. Moi, je suis persuadé, même si je n'ai pas fait des examens en amont, que c'est cette pluie-là qui nous a été tombée sur la gueule qui a occasionné ça. D'autant plus que toutes les personnes à qui j'avais, du moins mon voisinage, parce que je connais des milliers de personnes dans mon quartier. En fait, mon quartier, je connais pratiquement tout le monde. On m'appelle chef de quartier. C'est pas plus compliqué que ça.
Et donc, les informations que j'avais eues après mon post sont venues confirmer mes hypothèses, à savoir que c'est toutes les personnes qui avaient été exposées à cette pluie acide et dont on a pu parler plus tard. Hein. Ça dit que ça fait une journée, on nous a dit que c'était les égouts de Paris qui étaient remontés, que ça arrivait souvent, et obtenu silence radio. Je vais vous mettre en introduction de mes propos une capsule que je vous ai déjà sortie, mais qui mérite quand même d'être vue. Donc, pour cela, j'aimerais, comment dirais-je, pour cela, j'aimerais juste qu'on écoute l'introduction de cette dernière. Eric, si ça ne te pose pas de problème, je lance la capsule rapidos et on va échanger là bien après. Voilà. Alors, les amis, j'espère que vous m'écoutez toujours bien. Je vous lance cette petite capsule de quelques secondes. Et hop, c'est parti. Bonjour. Alors que des complices de crimes contre l'humanité, d'eugénisme, de génocide, te font croire à une chauve-souris pour détourner ton attention, nous avons toujours affaire à ces illusionnistes qui te disent de regarder leur main droite ou de regarder ailleurs, plutôt que de regarder à l'origine du problème. L'intoxication au dibromure d'éthylène entraîne des maux de tête, des insomnies, les symptômes de la grippe, gorge irritée, tout, fatigue, il y a le nez qui coule et des saignements de nez également, n'est-ce pas? L'empoisonnement au barium. L'empoisonnement au barium qui provoque des divisions dans le cerveau qui bloquent l'interaction entre certains acides aminés, bloque la dopamine et l'adrénaline. Ça empêche la perception cohérente et la capacité à faire des liens et à transmettre l'information à d'autres zones du cerveau, de discerner le réel de l'imaginaire. Voilà. Et rien que à partir de ce petit élément, j'aimerais rebondir sur les travaux de Claire Sévrac, paix à son âme, que j'ai connue, cette brave dame, qui a fait plusieurs livres, dont l'un des plus importants, à mes yeux, était La guerre secrète contre les peuples. Dans son documentaire La guerre secrète contre les peuples, Claire Sévrac avait déjà mis en lumière tout ce qui est énuméré dans ce documentaire que je vous ai posté, que je vous remettrai également. Je m'excuse, il y a une personne parmi vous, Être en éveil, qui m'a envoyé le lien que j'ai téléchargé et que j'ai reposté directement, mais je n'ai pas mis le lien de la personne qui a fait le post, mais je vous le remettrai. Comme ça, vous irez regarder d'autres productions de cette dame que je trouve très, très, très précise et claire dans ses propos. Alors, Claire Sévrac nous expliquait que on avait considéré des criminels comme des gens qui nous veulent du bien. En gros, nos gouvernements nous veulent du bien et ils sont là uniquement pour notre bien. Quand ils disent A, on doit suivre et on continue, on les écoute. Quand ils disent B, on doit suivre et on les écoute. S'ils disent quelque chose, en même temps, le contraire de ces choses-là, on doit quand même les suivre. Alors, ma question, elle est simple. Comment faire pour suivre quelqu'un qui dit quelque chose et son contraire au même moment? Est-ce que quelqu'un a une explication, comment dirais-je? Parce que on est là, on voit bien des gens avec des masques. Je suis désolé, je ne prends pas en pitié des gens qui ont de l'information et qui continuent à être les complices de ce mécanisme de dictature accélérée qui continue à peser sur nous. Je ne les prends pas en pitié, je les considère comme des complices autant que les enseignes qui appliquent de façon zélée des consignes dont ils n'ont aucune preuve scientifique. Pour moi, ce sont des complices de notre soumission définitive. Je ne peux pas les prendre en pitié, je les considère comme des complices. On a expliqué l'origine de la guerre bactériologique. C'était à la mode à l'époque. C'était la meilleure façon de faire la guerre. Hein? Si tu n'avais pas un laboratoire de recherche bactériologique, dans l'objectif
de faire une guerre sournoise, je parle de ça, c'est la chose la plus lâche qui n'ait jamais existé. Des gens se prennent pour des guerriers, mais en fait, ils vous font des coups de pute et des crasses pas possibles. Un guerrier, pour moi, c'est quelqu'un qui est face à son adversaire et qui combat à la loyale. Un guerrier, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui te fait des coups de crasse sur ton dos sans que tu ne sois même au courant. Donc, quand Macron dit qu'il est en guerre, je suis d'accord, il est en guerre, mais comme Claire Sévrac disait, ils sont en guerre contre le peuple, donc contre nous. Et ils nous font des crasses et des coups de pute à telle enseigne qu'on ne sait pas ce qui se passe. Quand je vous parle de ce qui s'était passé à Paris et dans les environs, apparemment, ça s'était également passé dans d'autres villes un peu partout dans le monde. Visiblement, ils sont en train de tester quelque chose. Alors, il y a un livre du fils de Mendes France, Christophe Mendes, qui était, ça s'appelle le Docteur Lamort. Docteur Lamort est une retranscription des faits qui, aux yeux de tout le monde, sont passés comme des faits divers. Pourtant, c'était des crimes à ciel ouvert. C'était une mise à point des bactéries dont l'intention était de tuer les Noirs. Ils appelaient ça des bactéries tueurs de kaffir. Kaffir, en afrikaner, c'est noir. Et ils avaient commencé par un montage très malin en Europe. Ils avaient appelé ça l'anthrax. Ils avaient mis sur le dos de quelques illuminés appartenant à des sectes ayant noirci l'image de la secte, en gros, peu importe, je ne suis pas là pour défendre. Toujours est-il que pour dire que ces gens qui appartenaient à une secte un peu folle s'attaquaient aux gens sans raison et ils avaient l'anthrax qu'ils envoyaient par lettre à des individus. Donc, l'histoire a commencé de façon bénigne aux États-Unis, en Angleterre, en France, un peu partout en Europe. Et en fait, la finalité de cette histoire était l'Afrique du Sud, compte tenu de la démographie grandissante et de la prise de conscience. Quand je vous dis chaque fois que la finalité de ces choses-là, c'est l'Afrique, c'est difficile à comprendre, à croire. Petit à petit, les gens finiront par comprendre ce qui se passe. Et donc, la finalité de cette histoire d'anthrax, qu'ils n'ont plus appelé anthrax en Afrique du Sud, et qui a fait l'objet d'un procès que vous pouvez trouver sur Internet, le docteur Lamort. Donc, l'objectif était de pulvériser des bactéries modifiées sur les populations pour les décimer complètement. En fait, leur finalité, c'est d'avoir une Afrique du Sud, à tout le moins, sans parler du reste de l'Afrique, sans les Africains. Or, ce film dont je vous parle a commencé aux États-Unis, en Europe, sous forme d'anthrax. Mais quand c'est arrivé en Afrique du Sud, c'était silence radio. Ils avaient finalisé leur produit, en tout cas, ils pensaient avoir finalisé leur produit. Ils ne se sont pas rendus compte que le corps humain est une machine de guerre imparable et que le corps humain est capable de se remettre de tout à condition que comment dirais-je, les éléments ou le terrain s'y prête. Voilà. Eric, avant de continuer, j'aimerais, si tu veux prendre la parole quelques secondes, tu le fais, sinon, parce que je vais accélérer, en fait. T'inquiète, vas-y, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, je reviens donc sur le fils de Mendes France. Mendes France est quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions en France, qui est très connu, qui par ailleurs j'ai amené à la barre concernant le trafic de la chair humaine qu'ils appellent l'esclavage, parce que la famille Mendes France était une famille esclavagiste. Sauf que dans des familles, il y a toujours un mouton noir. Et le fils Christophe, sans toutefois être blanc comme neige, vous voyez l'expression blanc comme neige, qui signifie positif, ou noir comme diable, voilà, mais bon, peu importe, sans toutefois être blanc comme neige, avait pris sur lui de dénoncer, pourtant étant petit-fils d'une famille esclavagiste, et il a pris sur lui de dénoncer toutes ces atrocités qui étaient faites sur les Noirs en Afrique du Sud. C'est d'abord une des choses qui a impressionné l'opinion publique en se disant mais c'est pas possible, c'est pas un bourgeois noble, selon leurs critères bien sûr, descendant d'esclavagistes, qui va prendre
position et qui va supporter et qui va soutenir les Noirs. Donc, le livre a fait un tapage, mais comme les gens n'aiment pas lire, ils ne sont pas au courant de ça. Donc, je vous invite à aller chercher le livre de Christophe Mendes sur les docteurs la mort. Les détails, je ne vous la donne pas, je ne vous les donne pas. Je vous invite également, il y a un post que le professeur Gomez avait fait. Il est allé de l'historiographie, de la causalité historiographique, je dis bien pas historique, du besoin d'avoir en sa possession des armes bactériologiques. Il a décrypté l'histoire jusqu'à arriver au temps moderne. La conclusion était la même. Le coronavirus est une fabrication humaine qui nous appelle virus, mais qui a toute autre fonction. Et on se rend compte au jour d'aujourd'hui, avec d'autres études, que c'est ce que nous avons dans l'air qui est à l'origine de nos problèmes. Donc, en d'autres termes, ils sont capables de vous faire sortir le coronavirus, ce qu'ils appellent coronavirus, en été, comme en hiver, à tout moment. Du moment où la population reste récalcitrante, vous aurez affaire au coronavirus. Donc, si on a compris la cause de ce coronavirus, si on a compris les origines et non pas se mettre comme des petits moutons du masque, les masques en suivant à la lettre et au doigt les consignes des mêmes personnes qui sont à l'origine de ce mal, si on a compris les origines, ben en fait, on va taper sur tout ce qui nous traîne sur la tête, tout ce qu'il y a dans nos aliments, tout ce qu'il y a dans nos os, l'eau, quand je dis eau, os et eau, et peut-être que on commencera à s'approcher de la vraie cause de cette histoire. Donc, je dis la cause, je ne parle pas de la raison ou des conséquences, je dis bien la cause à l'origine de ce fake. Donc, Eric, si tu veux prendre la parole, tu prends la parole. Sinon, je passe au second extrait qui s'appelle extrait d'un documentaire, un village empoisonné par la CIA. Est-ce qu'il est là, Monsieur Merel? Bon, je crois que je l'ai tellement bercé qu'il s'est endormi. Oui, oui, tout à fait. Il était actionnaire et bénéficiaire. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Eric, tu es là? Oui, je suis là, moi aussi. Excuse-moi, j'avais été me laver les mains. Excuse-moi. Oui, je suis là. Je suis là. Oui, oui. Donc, je disais que si tu veux continuer entre-temps, prendre la parole pour rebondir ou parler d'autre chose qui t'a traversé l'esprit entre-temps, ce serait les bienvenus. Sinon, je passe au second extrait. De toute façon, c'est vrai que tout ce qui est balancé là, faut savoir qu'on est quand même, on subit depuis plus de 60 ans, on subit, si vous voulez, toutes les, de multiples pollutions diverses dans les médicaments, dans les vêtements qu'on porte, dans l'eau qu'on boit, dans l'air qu'on respire, dans la bouffe qu'on peut éventuellement consommer. Donc effectivement, à partir de là, comment continuer, comment est-ce qu'on peut continuer à comment est-ce que une grande majorité de personnes peut continuer encore à penser que l'État nous veut du bien? Enfin, je sais pas. Quand vous regardez un produit chimique qu'on peut trouver dans les vaccins, c'est dans les produits vaccinaux, ça s'appelle comment il s'appelle ce truc-là? C'est un comment il s'appelle ce truc? Là, je me rappelle pas. Il y a un produit chimique qui est commun à beaucoup de produits vaccinaux. Et le mercure. Hein? Le mercure, l'alumine. Non, c'est même pas l'aluminium, c'est un produit un peu plus, c'est un produit, c'est un nom que je connaissais pas, mais vous avez des produits sur les notices que vous regardez les notices, ne serait-ce que dans les sites qui sont agréés par l'État et qui concernent les produits chimiques, vous regardez, et ben dans ces produits-là, il y a des têtes de mort. Enfin, je sais pas, moi, si on me donne un produit qui a une tête de mort, ça veut dire qu'on veut ma mort. Enfin, je sais pas, hein, je me pose la question. Donc à partir de là, il est tout à fait normal de se poser des questions, de savoir pourquoi le coronavirus, pourquoi le port du masque en réalité. Donc effectivement, tout ça se tient. Maintenant, effectivement,
en vouloir à l'État, finalement, je veux pas, enfin, si, en même temps, c'est un peu facile, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est que, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui décidons de ce qu'on fait, c'est nous-mêmes qui déléguons ce que l'on veut que les autres fassent ou pas. À partir du moment où nous ferons nous-mêmes les choses, on n'aura plus ce genre de problème de délégation à des personnes tierces dans des élections finalement qui ne servent pas à grand-chose. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que de toute façon, comment dire, les produits chimiques sont présents partout. Et a priori, ils seront encore présents encore pendant pas mal de temps. Mais c'est à nous aussi les citoyens de faire que je disais à une certaine époque, aux États-Unis. Pardon, excuse-moi Eric. Non, c'est pas grave. Je disais à une certaine époque que nous devrions devenir, enfin chaque citoyen devrait devenir une élite en puissance. Et c'est vrai que si les grandes surfaces ont des milliers d'élus qui viennent les harceler un peu comme dans les reportages de la journaliste, mais les changements, si vous voulez, les changements des comportements vont être obligatoires chez eux, parce qu'ils pourront plus se cacher. Et c'est ça qui serait bien utile que l'on commence à faire actuellement. Et je dirais que finalement la sommation pour le port du masque est obligatoire, enfin maintenant qui est recommandé, hein. Enfin sous réserve que ça change pas entre temps. Mais de toute façon, recommandé ou pas, de toute façon c'est le même combat, hein. C'est qu'en gros il n'y a pas de masque nulle part, sauf dans la salle d'opération. Donc le reste, voilà. Mais au moins, si ce masque pouvait être l'occasion aux gens pour le coup là, de se transformer en enquêteurs, en genre Alice Lucet, et faire le pied de nez, le pied de gauche devant les grandes surfaces, pour le masque, mais pas que ça, il y a d'autres choses. Je vous garantis que ça leur ferait une pression qui serait beaucoup plus présente que de faire des pétitions, par exemple, parce que les pétitions c'est bien. Mais la présence physique dans le magasin, je vous garantis que ça a plus d'effet. Hein. D'ailleurs, elles n'aiment pas, hein, parce qu'en plus, c'est en direct, et là, leur image, elle est on va dire, elle est un petit peu salie à partir du moment où des gens comme les citoyens, comme nous, quoi, mettons en lumière leurs pratiques un peu douteuses parfois. Et c'est vrai que s'il y avait beaucoup plus de gens qui le faisaient, je vous garantis que avec éventuellement des procédures en cours aussi en plus, hein, ou des pressions sous forme de sommation du chef, ça peut être un début. Hein. Je vous garantis que parce que si vous croyez que regardez un exemple, les sommations d'huissier. Pour le compte en liquide, moi je me rappelle ce que l'huissier avec lequel on collabore m'avait dit au début, c'est qu'à un moment donné, Enedis, il faisait la gueule quand il voyait l'huissier arriver. Parce qu'il avait à peu près une centaine de sommations d'huissier qu'il recevait par jour. Et pour la sommation du compte en liquide, ils en ont reçu, pour l'huissier avec lequel on travaille déjà, plus de 7000. Il y a 7000 personnes qui ont fait des choses comme la fois au départ. Donc imaginez un peu le poids que ça a aujourd'hui. Et si les gens faisaient un petit peu des trucs comme ça aussi, à plusieurs, hein, on n'est pas obligé de faire soi-même. À plusieurs, ça fait 60 € divisé par, ou 75 € divisé par tant de signataires. C'est facile à faire. Et ça, que ce soit dans une grande surface, que ce soit dans un abattoir, c'est pareil. Si vous voulez vraiment que les pratiques cessent, les mauvaises pratiques sur les animaux cessent, les pétitions, ça suffira pas. Il faut leur envoyer les huissiers et voir les procédures après. Sinon, ça change pas. C'est clair. Et voilà, donc c'est pour ça. Donc c'est vrai que à défaut aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux que la sommation d'huissier. Effectivement, c'est une clé qui ouvre toutes les portes de ce système et dans ce système, et dont ce système aussi craint les retombées. Donc voilà, c'est intéressant à savoir et surtout à ne pas oublier et à prendre en compte. C'est bon. Voilà, tu peux y aller, mon petit dire. Ok, donc on va continuer avec une seconde partie qui vient juste étayer les propos que je vous ai tenus tout à l'heure concernant le masque. Mais avant, on va faire une petite dédicace de nouveau à notre cher Atali. Ah salut mon poulet, comment tu vas Atali? Il y a là Atalo, le Tali, puis il y a aussi le Chouchou, le Fury. Donc tout va bien, ça y est. Allons-y, c'est parti. Allez. Non, mais j'aime bien le Chouchou, il est gentil. Mais pourquoi il n'y a pas de voix? Ça me parle pas. Il court, le coronavirus de Jean-Jacques. Ah, autant pour moi. Il va, il vient, la seconde vague arrive.
Macron nous l'a assuré. Les amis, apprêtez-vous. Hein? Positif, On ouais, en ouais, vend des masques. positif. Ah Ouais. là 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 là, c'est incroyable. Ah, il faut, Allez, c'est parti, on va lancer la seconde partie là. Et puis, on va essayer de conclure très rapidement pour ne pas avoir un live très long parce que je voudrais qu'on fasse, quitte à faire ça en plusieurs parties. C'est pour ça que j'ai mis partie 1. Tu vois? Quitte à faire ça en 2 parties, on la fera en 2 parties. OK? Allez, c'est parti, les amis. Je vous laisse suivre un documentaire de quelques 2 minutes encore là concernant les œuvres charitables de nos amis. Et Jules, Oui, Jules, oui. où est-ce que c'est le lien de ton live que je puisse le choper là? Ah oui, oui, je te le mets. OK. Ah, ok. Avec le doigt ou je déconne. Allez, c'est parti. Merci, mon Les expérimentations continuent et elles vont prendre une ampleur jamais atteinte dans aucun pays, y compris le bloc soviétique. Des populations entières font les frais de tests à grande échelle. En voici quelques exemples. Ici aussi, il s'agit de cas indiscutables, reconnus par l'Amérique. En 1953, on injecte de l'iode radioactive à des nouveau-nés et des mères enceintes à l'université de l'Iowa ou encore celle du Nebraska. En 1955, la CIA pulvérise la bactérie de la coqueluche au large de Tampa. 12 morts, des dizaines de malades. En 1955 toujours, la CIA enrôle des prostituées à San Francisco, ouvre 2 maisons de passe et teste des drogues sur les clients. Les ébats sont filmés à travers un miroir sans teint. En 1956, l'armée lâche des millions de moustiques infestés de la fièvre jaune et de la dengue sur les villes de Savannah et Avon. Plusieurs morts et des centaines de personnes infectées. En 1960, à Cincinnati, l'armée finance un programme d'irradiation sur 90 indigents ou malades au sein de l'hôpital universitaire de la ville. Certains décèdent au bout de quelques semaines. En 1966, l'armée teste un virus dans le métro de New York, puis celui de Chicago. Les bactéries sont dissimulées dans des ampoules électriques. On veut étudier la... C'est une parenthèse. On nous parle de virus et on nous parle de bactéries. On est bien d'accord. Donc, ça, c'est une parenthèse très intéressante. Je tenais absolument à la faire. Donc, on nous parle de bactéries, on nous parle de virus et ensuite, on nous parle de bactéries. Allez, c'est parti, on continue. Celui de Chicago. Les bactéries sont dissimulées dans des ampoules électriques. On veut étudier la propagation d'agents chimiques en grandeur nature. C'est que, ça, c'est une parenthèse. L'armée anglaise l'armée anglaise et une autre a fait ça, je ne sais plus quel pays, je ne veux pas dire de bêtises, a testé et a pulvérisé des bactéries, ce qu'ils appellent des virus, sur leur propre population. Alors, il faut savoir... Pardon? Les microbes. Hein. Oui. La bactérie fait partie des microbes, hein, comme le virus en réalité. Oui, tout à fait. Alors, virus, on est bien d'accord. Tu te comprends quand tu dis ça. Toujours est-il que... il y a eu... n'existe pas, effectivement. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a eu les mêmes expérimentations ici en France. Il faut savoir qu'il y a une zone, je ne me rappelle plus le nom de cette ville, où ils avaient versé des drogues euphoriques pour voir ce que ça faisait sur la population. En fait, les pays ont le droit, ils se sont octroyés le droit de verser et de tester des produits concernant la guerre, disent-ils, bactériologique, pour pouvoir pallier à ça le jour où ils se feront attaquer par un pays tiers. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que ces criminels se sont donné le droit de vous pulvériser comme des cafards pour tester leurs produits qui vont aller mettre en application sur d'autres peuples, disent-ils, le moment venu, pour vous protéger. En fait, si je comprends bien, c'est exactement ce qui se passe avec leurs fake vaccins.
ils font des tests sur les vaccins sous prétexte que lorsque vous aurez, vous serez en face d'une espèce de gène pathogène qu'ils auront fabriqué au préalable, ils vous viennent en aide. Donc, voilà l'armée dont on nous parle, voilà les États dont on nous parle et dont on nous dit qu'ils protègent leur population. J'avais sorti un post dans une de mes chaînes qui a disparu sur les origines des attaques et des guerres bactériologiques. Et c'est un jeune homme, j'espère que je vais retrouver cette chaîne, qui avait fait l'historiographie. Ça commençait en 500 ou 400 avant Jésus-Christ. C'était une attaque d'un village hittite. Alors, hittite, je ne vais pas rentrer là-dedans pour le moment, mais sachez qu'il s'était rendu compte que la pourriture, les trucs qui s'étaient complètement décomposés, pouvaient occasionner des contagions très graves. Et ils s'en servaient pour mettre au bout de leurs flèches pour que lorsqu'ils atteignaient leur cible, ce qu'ils appellent la cible, c'est toi, c'est moi, que cette personne, même si la flèche ne l'a pas atteinte de façon mortelle, que les gènes pathogènes qu'ils ont mis au bout de ces flèches puissent contaminer ces personnes et les personnes mourraient non pas de la blessure occasionnée par la flèche, mais par ce qui était contenu dans sur cette flèche. Voilà. Donc, on continue avec les prouesses de nos États. Hein. Ça, c'est France 3 qui présente ça. Nous ne sommes qu'en 1966. Hein. Vous avez vu que depuis Belle Lurette, c'est pour eux un jeu. Et leur terrain de jeu, c'est le peuple. Voilà. Donc, on a le droit, d'après eux, de contaminer ou de prendre sa population comme des cobayes pour ces expérimentations-là. Et on va venir nous dire que Hitler a inventé, ou le docteur Mengele a inventé la torture. La torture existe depuis la christianisation forcée des peuples. Je vous ai déjà produit des outils de torture. C'est l'Église et c'est les religieux qui ont fabriqué le plus grand nombre des outils de torture qui existent sur cette planète, qui sont encore utilisés dans certains cas, mais qui ont été modernisés. Voyez-vous? Donc, je continue. Oh là là. Ces expériences, l'armée ou la CIA financent des laboratoires dans les universités les plus prestigieuses, Yale, Stanford, Harvard ou Columbia. Elles y sont toutes. Glorifiées par l'idée de travailler pour la défense de la nation, les chercheurs deviennent fous. Monsieur le Président, bonjour. Voilà, ça c'est pour la deuxième partie. Eric, si tu as quelque chose à avancer sur les sujets, tu avances avec plaisir. Sinon, on continue avec cette dernière partie. Ouais, juste un petit truc à dire, c'est qu'effectivement, l'être humain est très très ingénieux et très prolixe pour produire tout type d'armes destinées à détruire, à faire souffrir, à tuer, à égorger, enfin bon, tout type de trucs. L'être humain est très fort là-dessus. Hein. Il devra peut-être compenser cette bêtise en essayant de faire un petit peu le contraire aussi, ça pourrait être pas mal, mais bon. Ah. Voilà, tu peux y aller, mon petit. Ok, donc on va continuer donc avec ça. Alors, ce documentaire est très complexe. Pourquoi est-ce que je le mets? Je le mets parce que j'ai l'impression que la population, en général, pense que lorsque les choses qui arrivent à d'autres peuples ne les atteignent pas, ils ne seront jamais touchés par ces choses-là. Il y a encore 20 ans, personne n'aurait cru que la décadence des États-Unis, la décadence de l'Europe aurait été avec une telle accélération et avec une telle sidération. Parce que les peuples qui ont toujours fait confiance, que ce soit au niveau démocratique, politique, économique, à leur mentor, ce que j'appelle les conditionnés parfaits du système, découvrent avec stupeur que, en réalité, ces gens ne sont pas là pour les intérêts qu'ils pensaient défendre. Donc, on a donné, dans le cadre de ce qu'on appelle une démocratie, le pouvoir à des individus de faire ou de ne pas faire en notre nom. Ceci
est une chose à bien comprendre. Je disais tantôt que on va mettre en place une série de petites productions documentaires où le titre sera Voter tue. Dans ce sens où l'idée n'est pas de dire qu'on n'a pas le droit de s'exprimer. L'idée est de dire que dans le contexte où nous sommes, la chose que moi j'ai constatée, au risque de me tromper, qui est la dictature parfaite, c'est ce qu'ils appellent démocratie. Donc, on va continuer avec les propos de celui qu'on appelle le professeur ou maître Sarkozy, et vous allez écouter l'intrigue qu'il nous sort, les inquiétudes de ces individus. Ça, c'est un documentaire qui date à peine de 2019. Il faut dire quand même que le mec, il est payé 250 000 € pour sortir des telles inepties. Ah oui, oui, oui. Il est conseiller de plusieurs présidents en Afrique, y compris Alassane Ouattara, son meilleur ami, Dramane Ouattara, le préfet de la France en Côte d'Ivoire. Et on se demande bien d'où est-ce qu'ils peuvent sortir ce genre d'ineptie. Je ne peux pas comprendre que on est encore dans une situation de dire je suis français, je suis nationaliste, je suis patriote, je défends la France, je suis belge, je suis russe, alors que en réalité, les gens qui nous soumettent et qui nous maintiennent dans cette servitude sont les mêmes. Donc, arrêtons d'appartenir à leur caste commerciale, à leur, comment dirais-je, à leur plantation à ciel ouvert et voyons, mettons le doigt sur l'essentiel. Qui fait quoi? À qui profite quoi? Qui dirige quoi? Quand je disais tout à l'heure que le masque, quand quelque chose est obligatoire, à la limite, ça devrait être gratuit. Eric a bien expliqué ça. On a affaire à des lobbies qui fabriquent des masques et qui, par des portes détournées, viennent nous l'imposer comme quelque chose à avoir absolument. Ils font le commerce, ils ne font pas ça pour de l'humanitaire, donc ça veut dire qu'ils nous obligent à acheter leurs produits. Ça, c'est un petit détail que les gens n'ont pas toujours en tête, mais ils nous obligent à acheter leurs produits. Voilà. Jules, je t'interromps juste un petit moment, mais par rapport à ça, moi, ça me vient aux yeux que quand j'ai vu la photo là, des boîtes de masques qui m'avaient été transmises donc par Philippe, hein, c'est là que je me suis dit, là, il y a vente, il y a produit consommation. J'ai pensé à la direction des fraudes, et c'est là où je dis, putain, les mecs, on les tient, là. Oui, mais il y a intérêt, ils ont des intérêts. Ils ont intérêt à ce qu'on achète les masques. Donc, tout ça, effectivement, ça va les tomber sur la gueule. Ça, c'est sûr et certain. Va leur tomber sur la gueule, effectivement. Là. Bon. Ils vont se rappeler. Hein. Je continue donc avec ce petit documentaire. Et on va arrêter là pour ne pas pousser loin sur le poste pour qu'il soit assez court. Quitte à faire une seconde partie demain, éventuellement. Allez, c'est parti. Vous abordez longuement dans votre livre le problème de surpopulation, en expliquant qu'au moment de votre naissance, nous étions 2,5 milliards et que nous devrions finir le siècle à quasi 11 milliards. Vous pointez d'ailleurs du doigt l'absence de débat public sur ce sujet. Quel est, selon vous, l'ordre de priorité face à ce défi gigantesque? Écoutez, je suis né en 1955. J'ai 64 ans. Quand je suis né, c'est pas si longtemps quand même, il y avait 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale a été multipliée par 3. C'est incroyable. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. À la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais c'est fait. C'est-à-dire, quoi que nous décidions, c'est fait. Donc, le choc n'est pas un choc climatique. Il y a un dérèglement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu, qui ont conduit pour certains à la disparition de 80% des espèces du vivant. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Au contraire, il faut faire. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans,
le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km, au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut refuser ça, si on veut. Comprenez-moi. C'est d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable sans poser la question de l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria. 22 millions d'habitants. Donc, si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos. Parce que ma voisine dit ça aidera, certainement. Mais je voudrais vous dire une chose, 22 millions de gens qui consomment bien, ça fait plus de dégâts qu'1 million qui consomment mal. J'ajoute que, on me dit l'avenir est à la voiture électrique. Alors tout le monde, la voiture électrique, formidable. Formidable, formidable. D'abord, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, puisqu'on ne peut plus rien dire. Donc, mais je pose quand même une question. La voiture électrique, elle consomme de l'électricité? Non. Bon. L'électricité, il faut la produire. Et donc, on a l'Allemagne qui a fait rouvrir toutes ses mines de charbon pour produire de l'électricité. Il y avait un ministre d'écologie, là, dont j'ai oublié le nom, qui, dans la même journée, a dit, avec l'autorité, dans 10 ans, il n'y aura que des voitures électriques. Parfait, très bien. Et tout le monde d'applaudir. Et dans 10 ans, on aura fermé la moitié des centrales nucléaires. Parce que naturellement que les voitures électriques n'ont pas besoin d'électricité, c'est bien connu. Bon. Alors, le sujet démographique est un sujet, mais monumental, tectonique. Et savez-vous qu'il n'y a pas un organisme international qui suit l'évolution de la population mondiale? Il y a en matière d'agriculture une dizaine d'organisations internationales. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il conviendrait de toute urgence de poser les bases d'une organisation mondiale qui suivrait l'évolution de la démographie mondiale? Alors, je ne suis pas du tout pour dire qu'il faut un contrôle des naissances, mais au moins, il faut prendre conscience du problème et essayer de le traiter. Déjà qu'on ait des éléments statistiques, bien, les Chinois, et on ne peut pas leur donner tort, ils n'ont plus les moyens de payer leur retraite, viennent de décider qu'on ne mettrait plus en place la politique du un enfant. L'Afrique subsaharienne, la moyenne d'enfants par femme, c'est de l'ordre de 5. Donc, si on n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? C'est un sujet, j'entends bien les difficultés, le désir d'avoir des enfants, ce que ça peut représenter. Mais est-ce qu'on ne voit pas que toutes les espèces du vivant, un jour, ont vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources? Et est-ce qu'on pense que pour nous, les humains, ça ne se posera pas? Et je suis assez fasciné de voir, à juste titre, la discussion sur le climat et la gêne quand on discute de l'évolution de la démographie mondiale. Alors, je vois là, cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante. On ne va pas lui mettre un masque. Original dans sa pensée. Mais la question de cet organisme qui suivrait l'évolution de la démographie mondiale,
de la réflexion que nous, les Occidentaux, on doit avoir avant les autres, parce que l'écart entre nous et l'Asie, non seulement ne s'arrête pas, mais ça croît encore, puisque c'est 4 milliards 800 millions, mais demain, ça sera bien plus. Et dans la foulée, je pense que l'Europe doit de toute urgence se réunir avec l'Afrique pour décider d'un plan d'infrastructure monumental en Afrique, pour essayer d'augmenter le niveau de vie de l'Afrique, parce qu'il semble, je dis il semble, qu'il y ait une corrélation entre le niveau de développement et l'explosion de la démographie. Il semble. Bon, vous avez compris. Éric, je te voyais mourir d'envie d'intervenir. Ah, mais des fois, le port du masque, pour certains, c'est obligatoire. Et surtout pour lui. Hein. Il t'a vu ça de dire des conneries. Je t'ai vu mourir d'envie d'intervenir. Mais bon, voilà. Quand on entend ça, quand on sait ce qu'il pense du nouvel ordre mondial, c'est bon, on a compris son baratin. Hein. Voilà. J'ai fait un post sur la question du coronavirus et l'Afrique. En février, j'avais eu un frère de cœur qui a plus de 22 ans de pratique médicale, ce qu'ils appellent la médecine moderne. C'est comment j'appelle la croyance religieuse de la médecine moderne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à récupérer dans cette médecine dite moderne. Hein. Ouais, mais il faut bien comprendre que le paradigme n'est pas le même. Et ce jeune homme avec qui on était entré en guerre, parce que quand je lui parlais de l'histoire du VIH, du fake VIH, il se braquait. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait que nous revenions. Donc, j'avais fait une comparaison entre le VIH le 11 septembre, au mois de janvier-février, le VIH le 11 septembre et le coronavirus. Je répète une fois de plus, quand j'ai dit ça, c'est parce que quand on s'intéresse vraiment à ce qu'on appelle la géostratégie et l'ingénierie sociale de ces gens, on voit plus loin, ou du moins, on voit aussi loin qu'eux. Et tout de suite après, ça a été l'occasion de mes détracteurs de venir me taper dessus. La finalité est que on voit bien que, effectivement, le 11 septembre a muselé et a rétréci au maximum nos droits et libertés. Exactement la même chose avec le coronavirus. Le VIH reste et demeure quelque chose de pas prouvé. Les tests ont été faits de façon n'importe comment, à telle enseigne que tu es malade en Afrique, tu arrives en Europe, tu n'es plus malade. D'ailleurs, tu vas en Nouvelle-Calédonie, les tests sont simplement refusés. En Angleterre, pareil. Et il est bien écrit sur ces tests que les tests ne sont pas sûrs. Sur les tests du VIH, exactement la même chose qui se passe avec les tests du coronavirus. Mais les gens restent et demeurent dans une croyance. Donc, voilà, j'avais fait ce rapport. Voilà, merci Eric. J'avais fait ce rapprochement entre le fait coronavirus et le VIH. D'ailleurs, quand je dis fait coronavirus dans mes posts, il faut savoir qu'ils me les suppriment, ils disent que les posts ne sont pas... que les posts, ils ont dit quoi ne correspondent pas, je ne sais plus exactement ce qu'ils disent, mais les suppriment. Donc, téléchargez mes vidéos quand vous les voyez comme ça, téléchargez-les. Je comprends qu'il y ait des gens qui n'ont pas le temps de les suivre ou de les écouter, parfois parce qu'elles sont assez longues, mais je vous redis une fois de plus, elles sont pleines d'informations. Elles sont pleines d'informations. Et si vous suivez depuis le départ ce que je vous ai dit, je suis resté cohérent, et tout ce que je vous ai dit depuis le départ est en train de s'avérer vrai. En fait, on fait partie des gens qui ont tort d'avoir raison très tôt. Mais pour avoir tort d'avoir raison très tôt, il faut s'intéresser à ce que j'appelle la causalité historiographique des choses. Une fois que tu as compris ça, tu te dis, bon, ça c'est la causalité historiographique des choses. Donc si la base c'est ça, donc la finalité ce sera ça. Et tout ce qui n'est pas cohérent et qui ne rentre pas dans la case, tu sais très bien que c'est fait pour telle ou pour telle chose. Et dans ce combat, il y a des idiots utiles qui ne savent pas forcément que le rôle qu'ils sont en train de jouer est là, en réalité, pour servir le système.
Eux, ils pensent bien faire. Ils sont de bonne foi. Ils sont même souvent très suivis. Et en général, ce genre d'individus, l'algorithme YouTube amplifie leur visibilité pour vous maintenir dans l'ignorance. Une personne comme Eric, avec les sommations qu'il fait, les gens ne veulent pas les prendre. Ces mêmes sommations ont été prises par un avocat dont je préfère tel ou non. C'est pour ça que Eric était gêné et disait que ce n'est pas le moment de la produire sur la toile. Ils prennent les mêmes sommations d'Eric, ils ont modifié légèrement et ils les font vendre 10 € pour s'inscrire. Tu es de chez là. Ben écoute, voilà. Ouais. Or, en fait, l'individu a été conditionné. Il assume, hein. Oui, mais je sais, l'individu a été conditionné à telle enseigne que si quelque chose qui lui est proposé est gratuit, ça n'a pas de valeur. Donc, quand les postes que nous faisons ont une simplicité de cette nature, pour eux, ce n'est pas sérieux. Il faudrait qu'on vienne avec des systèmes de manipulation, avec des effets spéciaux hollywoodiens, que je sois bien habillé, du moins habillé par rapport à leurs normes, que ce soit, voilà, que je sois bien rasé, et que je cause un français soutenu et comment on appelle ça, politiquement correct, pour être écouté. Or, je n'ai de cesse de vous dire que tout ce que vous considérez et à quoi vous accordez de l'importance, qui fait partie des choses externes à vous, n'ont aucune valeur. C'est-à-dire que ton vêtement par rapport à toi n'a aucune valeur. Les maisons que tu as n'ont aucune valeur. L'apparence est trompeuse. Je m'habille en médecin. Les gens vont me voir, ils vont penser que je suis médecin. C'est pas moi qui vous ai dit que je suis médecin. C'est vous qui vous convainquez que je suis médecin. Je m'habille en magistrat. Je mets la tenue, la toge, avec ma petite képi. Je traverse, on va dire, ah, un magistrat ou un avocat. C'est pas la personne qui l'a dit. Donc, quand je viens vous parler et que je suis simple sur moi, ou qu'on est simple sur soi, arrêtez de vous fier aux apparences. Quand le système voit comment les gens fonctionnent, et ils voient qu'on les montre la lune, ils regardent de doigt, c'est normal qu'ils continuent en fait. Quand ils vont se rendre compte que beaucoup parmi nous, comme vous qui êtes là, sont en train de réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ils vont les tenir tête, je vous promets qu'ils vont changer de stratégie. Et ils seront obligés de se plier et de marcher au pas. On ne peut pas continuer sous cette forme-là. Quand on nous dit le coronavirus, tout le monde l'a dit, qu'en été, ça va disparaître parce que ce n'est pas un truc d'été. Mais on se rend compte que les Asiatiques ont un problème de coronavirus. L'Europe a un problème de coronavirus. Un peu partout, sauf l'Afrique. Mais c'est les Africains qu'il faut aller vacciner. Les gens ne se posent pas cette question. Et quand tu fais ce type de propos, on te traite d'afrocentriste, de communautariste, de suprémaciste noir. Alors que la réalité, elle est là. J'ai fait un post une fois de 5 heures où j'avais commencé la veille avec Eric et puis Grégory de l'association Évidence. Ce post, avant qu'on l'ait fini, il avait été scraqué. Tu te rappelles, Eric? Je l'ai remis ce post. Ce post explique de A à Z tout ce qui s'est passé. Je vous ai dit dans ce post, il y a 3 mois, que comme ils ont raté pour le moment leur coup en Afrique, concernant la manne qu'ils allaient tirer derrière la vaccination obligatoire des Africains et les tests vaccinaux, et secondo, la possibilité de diminuer la population, ben, ils vont se rabattre sur l'Occident. Et donc, je vous ai dit, préparez-vous à galérer comme ce n'est pas permis. Alors, le simple fait de prévenir et d'expliquer, vous voyez comment ça peut se passer. Il y a des grosses entreprises, pour des raisons qu'on ne connaît pas, sont en train de fermer alors qu'elles ont eu des financements et des supports de leur gouvernement. $1 milliard, si vous voulez, $1 milliard. On a des petites entreprises qui sont en train de fermer, dont on ne parle pas. Moi, j'ai plein de petits artisans que je connais qui sont en train de mettre la clé sur le verrou. On n'en parle pas. Donc, en fait, le coronavirus, on n'a pas le droit de mourir de ça, mais on a le droit de mourir des conséquences de ce coronavirus. Perte d'emploi, stress, sidération, donc maladie survenue suite à cette peur, parce qu'il faut comprendre que la peur, c'est notre plus grand ennemi. Et on peut mourir de crise cardiaque, on peut mourir de diabète. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui sont morts tout simplement parce qu'ils avaient plus de 70 ans. Voilà. Vous arriviez à l'hôpital, on ne vous traitait pas. On disait que
On ne cherchait pas à savoir ce que vous avez. On explique aux gens qu'il n'y a pas de test pour. Supposons même que le test soit juste. On explique aux gens qu'il n'y a pas de test pour faire savoir si la personne elle est positive à l'effet coronavirus. Mais on dit, on va vous aider à mourir doucement. Mais vous savez que cette personne souffre de quoi? Je vous ai produit des posts sur des personnes dont les organes ont été enlevés. Ça se passe par milliers et par milliers. Et qui a finalement, suite à la gueulade de la famille, ces posts, comment dirais-je, ces corps ont été restitués. J'ai un ami dont je préfère taire le nom, même s'il m'avait dit que je peux en parler. Donc, la famille ici en Europe a réclamé le corps de leur défunt, de leur bien-aimé, en disant que cette personne. Oui, Eric. 6 secondes, je vais sur mon trône, je reviens. Oh là là, Eric, on t'écoute, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est naturel. Alors, oui. Alors, j'ai des personnes dont la famille a été. Attendez une seconde, j'ai un coup de fil. Dont la famille a réclamé le corps de leur bien-aimé supposément atteinte de coronavirus. Les hôpitaux ont refusé. Et la famille des Corses, entre autres, ou des Italiens, ils sont allés menacer en disant, ici, on veut le corps de notre bien-aimé. Eh bien, tout d'un coup, comme par hasard, la personne avait plus le coronavirus. On les a restitué le corps. Vous croyez que tout ça, c'est normal? Les premiers jours de cette histoire, il y a une consoeur qui était dans un hôpital dont je préfère le nom, qui a filmé les propos de leur chef de service. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine d'avant, quand on les préparait contre ce fait coronavirus, on leur a sorti des trucs à tomber de haut. Donc, elle n'avait pas pris ça en vidéo. La semaine d'après, on leur a dit qu'il y aura encore de nouveau un débriefing. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette vidéo, elle est là, je l'ai produite, elle est là. Donc, elle a repris son téléphone et elle a filmé en cachette. Vous entendez ce que cette responsable de service dit? Cette irresponsable dit que les personnes qui viennent, qui ont plus de 70 ans, on les met de côté, on les tue. Voilà. Cette responsable dit qu'il n'y a plus de masques. Cette responsable dit qu'il n'y a pas de test pour peu qu'il y ait des tests et que ces tests soient fiables. Elle dit qu'il n'y a pas de test. Donc, alors, il n'y a pas de test, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Mais on décrète que les personnes qui arrivent sont Covid positifs et si tu as plus de 70 ans, on t'envoie à la mort. Voilà ce qui s'est passé. Donc, les gens qui continuent à dire nos gouvernements nous veulent du bien, eh bien, vous êtes complices. Je ne parle pas à ceux qui sont dans ce panel. Je parle à celles et ceux qui tomberont par hasard sur ce poste et qui ne s'attendront pas à ces propos. Je dis que vous êtes complices. Vous qui faites le jeu de mettre le masque, vous êtes complices. Parce que si nous tous, on refusait, comme les gens de je ne sais plus quelle ville, Californie, aux États-Unis, se sont opposés à l'obligation de, comment dirais-je, à leur gouverneur qui disait que c'est fini les pétards. Toute la ville a allumé les pétards et a explosé ça. Toute la ville. Donc, si aucune personne ne met le masque et que vous vous faites arrêter, vous ne payez pas, et que personne ne met le masque, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourront nous imposer ça. Parce que c'est nous qui décidons. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Il y en a qui me disent, oui, mais je n'ai pas de moyens, si on me met l'amende, tu ne payes pas, personne ne paye. Les gens qui payent, ce sont des collabos, ce sont des complices, ce sont des vendus. Il faut que ce soit clair, parce que quelqu'un me disait hier, oui, les gens qui ne mettent pas les masques, ce sont les gens qui ont les moyens d'acheter leur liberté. La liberté ne s'achète pas. La liberté, c'est là dans la tête et dans la façon de penser. Hein? La liberté, c'est le fait de se désaliéner de l'éducation qui nous a été donnée par cette république maçonnique. C'est ça la liberté. La liberté de penser par soi-même. C'est ça la liberté. La liberté, ce n'est pas le fait de donner des références, d'avoir des prêts à penser et de dire telle personne a dit ça dans tel livre, telle personne a dit ça dans tel livre, puisque c'est quelqu'un de connu. Françoise Dolto, c'était une pédiatre connue du monde entier. Mais cette femme promotionnait la pédophilie, la pédocriminalité. Elle disait qu'il fallait masturber et avoir des rapports entre des adultes et les enfants, même les bébés. Elle le disait. Or, c'est une femme, Françoise Dolto, qui est respectée dans cette république maçonnique,
à un moment donné, il faut arrêter d'avoir ce genre de référence. Les seules personnes, je répète une fois de plus, qui pourront mener à bien des luttes, des combats, ce sont des personnes qui n'auront pas été aliénées par ce système. Donc, ce sont des gens qui n'auront pas été conditionnés à l'école de la République maçonnique par ce système. Ce sont des gens qui font ce qu'on appelle la résistance. Et on crache sur toutes ces personnes. Ce sont des gens qu'on appelle des indigènes, des pygmées, des aborigènes, des cécigènes. C'est eux qui font la vraie résistance. C'est eux qui permettent encore au jour d'aujourd'hui que nous ne soyons pas complètement jetés en pâture. Moi, j'ai vécu avec des pygmées. Je sais comment ils fonctionnent. Ils me demandaient, mais comment vous faites pour détruire la forêt? Comment vous faites? Mais au jour d'aujourd'hui, ce bouffon de Sarkozy, il se vantait que notre civilisation a éradiqué 80% du règne animal et du règne végétal. Ça ne le traverse pas l'esprit. Ce qui lui fait peur, c'est la démographie africaine. Donc, il faut absolument maîtriser la démographie africaine par tous les moyens. D'où ce vaccin tueur qu'il faut absolument administrer. Je tiens à rappeler aux uns et aux autres que le vaccin peut se faire par l'eau. L'eau que vous buvez. Le vaccin n'est pas forcément une seringue qu'on vous injecte dans le corps. Le vaccin peut se faire par vos aliments. Ce qu'ils appellent vaccin là. On nous dit que la Chine est ancrée en raison. Mais les Chinois, et en particulier les femmes et les filles chinoises, ont été victimes d'un génocide. Ça ne s'appelle pas la régulation de la maîtrise de la natalité, de la démographie. Ça s'appelle un génocide. En fait, si tu étais enceinte d'une fille et que par accident, tu n'étais pas allé faire des tests réguliers et qu'au moment de l'accouchement, c'est une fille, on tuait ton enfant ou tu le tuais ton enfant. On a amené les gens à faire ce genre de génocide. Il appelle ça la raison. Il dit que à cette époque-là, la Chine était raisonnable de tuer les enfants au profit des garçons parce que pour eux, derrière le garçon, il y avait la main-d'œuvre. Donc, cette main-d'œuvre qui pouvait porter 2 fois plus de sacs qu'une femme. Où est-ce que la Chine en est actuellement? Il y a 20 millions d'écarts, 20 millions de différences. Non, pardon, 40 millions, je dis ça, 40 millions reconnus officiellement de manque de femmes. C'est-à-dire qu'il y a 40 millions d'hommes qui n'ont pas de femmes et qui n'auront jamais de femmes. Qu'est-ce que ça a occasionné? La vente des poupées gonflables et tout ce délire. À telle enseigne que les gens se marient avec les poupées en Chine. C'est ça qui nous appelle le développement. Pendant ce temps, on est en train de vous expliquer que on va faire 1000 milliards de bébés éprouvettes pour les envoyer à Mars. Voilà, c'est ça qu'ils appellent le développement. Il faut absolument éradiquer la population africaine. Pour aider les Africains à avoir un bon niveau de vie, il faut éradiquer la population. Mais de qui se fout-on en fait? Et quand tu sors ce genre de poste, les gens viennent me critiquer. Ils disent, je crie, je gueule. Mais il y a de quoi gueuler, les amis. Il reste combien d'Indiens? C'est qu'ils appellent les Indiens. Il en reste combien? Il reste combien de Pygmées? Il reste combien d'aborigènes? En fait, si on ne ressemble pas à ces criminels qui sont à la main et aux manettes de tout, tout à fait. Il faut être éradiqué. Voilà un dernier documentaire que je voudrais partager avec vous, qui devrait faire réfléchir plus d'un, parce que visiblement, il ne fait pas le nombre de vues qu'il aurait dû faire, une fois de plus. Je sais que c'est parce que c'est un Africain, désolé, c'est ça, mais vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il est question et ce que ce mec est en train de faire. Je vous mets ça en passant. Sachez que, toujours dans les contextes des recherches des personnes d'origine africaine, il y a des moyens de communication qui ont été mis en place, qui n'ont pas besoin de la fibre, qui n'ont pas besoin de la 5G, qui sont aussi efficaces et plus efficaces même que la fibre et la 5G, qui ne demandent pas à déforester, à creuser le sol, et qui ont une vitesse de transmission aussi puissante que la 5G, sans les inconvénients de la 5G. Ce chercheur togolais, il a été mis de côté pendant
19 ans, c'est un richissime Nigérian qui lui a permis, en dernier ressort, de pouvoir mettre en place son projet. Et ce projet est en train de marcher au moment où je vous parle. Et c'est en train de mettre en porte-à-faux tout ce qui est moyen de télécommunication africain, même si on n'en parle pas. Ce monsieur ce jeune homme de 25 ans dont je vais vous parler, écoutez ce qui est dit de lui et les recherches qu'il est en train de faire, parce que Tesla les avait aussi fait sur les énergies libres. D'ailleurs, l'Inde est en train de mettre en place les énergies libres. Ils ont dû se protéger et ils ont pu mettre ça en place parce qu'ils ont l'arme atomique, du moins, ce qu'ils appellent l'arme atomique. Moi, je me comprends. C'est ça qui les permet, entre guillemets, de mettre leurs recherches en marche sur la possibilité de mettre en place les énergies libres. Mais vous allez écouter ce que ce jeune homme-ci dit, parce que les tests ont déjà été faits, la formule est déjà faite, et au niveau microcosmique, c'est déjà applicable. Quand ce bouffon de Sarkozy vient nous dire que le problème de la planète, ce n'est pas la destruction de la faune et de la flore, mais c'est le nombre d'habitants africains, en gros, c'est le nombre de Noirs qu'il faut pouvoir maîtriser. Moi, je demande à ce que ce mec soit jugé pour crime contre l'humanité. Eric, si tu as quelque chose à dire, tu le dis avant que je ne passe à ce dernier truc. Excusez-moi, parfois je suis obligé de gueuler. Non, mais non. Bah, de toute façon, que de plus, c'est vrai que j'en discutais hier soir au téléphone avec une personne délicieuse que je vais rencontrer demain. Bref, c'est vrai que tout ce jour, en réalité, tout est déjà joué au niveau énergie vibratoire, au niveau dans les énergies, quoi, dans l'espace, au niveau cosmique, tout ça, tout est déjà, on va dire, en place. Après, effectivement, tout ce que l'énergie libre, tout ce qui, voilà, toutes les belles inventions qui existent déjà depuis pas mal d'années, elles ont été trouvées. Par exemple, faut savoir qu'il existe une médecine qui a été créée par Jean Lakowski. C'est ce qu'on appelle l'oscillation cellulaire. C'est une médecine qui permet de réparer le corps humain, donc le vivant, à partir d'ondes spécifiques, mais de rayonnement électromagnétique. Donc ça veut dire qu'en réalité, si on a un problème avec les opérateurs de téléphonie mobile, par exemple, qui ont du mal à admettre le fait qu'il y a des risques, c'est parce que justement, c'est qu'à l'inverse, il y a des risques, mais ça veut dire aussi qu'on peut guérir. Et si on peut guérir, ça mettrait à mal l'industrie pharmaceutique, qui n'est sûr que par les produits chimiques. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent, et tout se passe en réalité sur les plans, sur les plans énergie vibratoire et fréquence donc. Mais c'est vrai que quelqu'un qui porte un masque sans qu'on lui mette de force sur la tête, indirectement il consent. Il consent parce qu'il pense dans sa tête que c'est obligatoire, donc il le met, donc pour lui il consent, donc il renforce le système. Mais des gens comme nous, faisant le contraire, si on peut dire ça comme ça, effectivement, nous on ne sert pas le système. Et c'est pour ça que en réalité, si on peut dire la confrontation qui se passe au niveau énergétique, parce qu'en réalité c'est au niveau énergétique qu'elle se passe, même si c'est pas ça ne transparaît pas dans les lois qu'ils font, mais c'est que voilà, ils essayent par tous les biais possibles, par toutes les ruses possibles, ils essayent d'obtenir notre consentement. Et si on ne leur donne pas, je dirais qu'on a déjà gagné. Mais pour cela, il faut aussi que ça nécessite effectivement un travail sur soi. Effectivement. Voilà. Tout à fait. Voilà. Voilà mon petit Jules. Je suis de retour. Et voilà. voilà. Ok. Alors, on va finir cette petite partie que je croyais pouvoir faire en une petite heure, Eric, une fois de plus. Ah là, c'est pas vrai, c'est incroyable. Par ce petit... ils m'entendent bien ou pas? Pardon? Ils m'entendent bien sur le chat? Oui, on t'entend très bien. Oui, on t'entend très bien. Et la batterie, c'est bien en vrai aussi. Ok. Ah ouais. Allez, je lance la dernière partie et puis on écoute ce que ça donne. Ce sera intéressant. Ouais, ça marche. Que ces jeunes gens s'aiment encore, il y en a qui moissonnent déjà, à l'instar d'Arsène Tema Biwele, âgé de 25 ans seulement et déjà collaborateur de la NASA. Le petit de génie camerounais que vous verrez sur ces images est basé aux États-Unis et passe pour être l'un des plus importants physiciens de la planète.
Grâce à lui, on peut calculer les courants autogénérés et il est en passe de créer un soleil artificiel, pas pour vous mettre plein la vue, mais pour résorber le déficit énergétique qui s'oppose à l'humanité. L'épopée d'Arsène, là-bas aux États-Unis, racontée ici par Brand Tamnar. Lorsqu'il parle physique, les grands de ce monde l'écoutent religieusement et prennent des notes. Arsène Tema Biwole, à 25 ans, réalise son rêve de devenir physicien. La General Atomics aux États-Unis, dont il est le premier Camerounais à y accéder, lui doit la formule de calcul des courants autogénérés dans les plasmas nucléaires à des fins énergétiques. Notre motivation, c'est que nous craignons une crise énergétique pour notre monde avec l'accroissement de la population. Pour ce faire, nous voulons alimenter le monde en énergie à perpétuité en recopiant un soleil artificiel dont on pourra utiliser l'énergie pour générer de l'électricité. C'est l'un des... Ça, c'est une parenthèse. Il faut savoir que dans les travaux et les recherches que Eric fait avec Grégory de l'association Évidence, il y a également cette vision de mettre à disposition des générateurs d'énergie libre et renouvelable. Donc, sachez-le, ça se fait déjà aussi ici en France déjà, ça se fait en Afrique. Beaucoup de gens ont des mécanismes de fabrication de l'énergie autonome, mais les moyens ne sont pas mis en place par les gouvernants, ces criminels-là, pour que ça puisse être vulgarisé. Donc, on finit d'écouter ce que ce jeune homme dit et puis on conclut. Pour générer de l'électricité. C'est l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Arsène veut offrir de l'énergie au monde entier, un rêve inspiré des souffrances d'une enfance animée de maladies, de pauvreté dans l'obscurité, mais dans la curiosité. J'étais fasciné par le fait de comprendre comment dompter l'énergie du vent et de la mer pour offrir de l'électricité à nos familles. Né et grandi dans une famille pauvre monoparentale, Arsène Tema Biwole a fait ses classes secondaires au lycée bilingue de Bafoussam. Il est encadré avec son frère par sa maman à qui il doit tout, maman gênée. Il obtient ensuite une bourse d'études pour l'Université Polytechnique de Turin, en Italie. Il mène des recherches et parcourt les universités et centres de recherche américains où il dispense des cours et des conférences. Il est le premier Camerounais à participer à la réunion annuelle de la Société américaine de physique. Il ne travaille pas pour la NASA, mais il collabore avec elle parallèlement. Le physicien nucléaire, une fois son projet réalisé, compte retourner au Cameroun. Mon rêve, c'est de rentrer au Cameroun en tant que professeur de physique. Ainsi, je pourrais partager ma passion qu'est la physique nucléaire avec les jeunes générations. Un modèle pour la jeunesse qui ne cache d'ailleurs pas ses astuces de réussite. Croyez en vos rêves, croyez en vous et travaillez tous les jours sans relâche pour les réaliser. Avec de la passion, avec de l'amour, on réalise toujours nos rêves. Arsène Tema. Voilà. Donc, je voulais terminer sur cette belle touche. Après avoir bien gueulé, je m'étais promis de ne pas gueuler. Et donc, Eric, je te laisse la parole pour conclure et puis on arrête. Ouais, non, voilà. De toute façon, maintenant, nous, on a fait ce qu'il fallait. Et maintenant, ça tient aussi en chacun de vous, hein, pour faire la chose, utiliser la sommation ou pas, effectivement, pour faire qu'on vous impose plus, même sous forme de recommandation, hein, qu'on mette plus de masques nulle part, quoi. Il est temps que les discothèques qui sont fermées, tous les magasins qui sont encore fermés, il est temps que ces gens-là rouvrent. S'ils ne veulent pas sombrer dans la faillite, hein, parce que pour le coup, ça, c'est vraiment ce qui va leur arriver si elles ne changent pas, quoi. Ok. Écoutez, les amis, je vous remercie tous d'avoir été dans ce live que je croyais faire en 1 heure, hélas. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Partagez-le s'il vous plaît, partagez-le. Vous savez qu'il n'y a que par ce biais qu'on arrive à dévier un tout petit peu l'algorithme YouTube, ok? Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et fin de journée, autant pour moi. Je vous dis que je vous aime. À très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.
Bah, à bientôt les amis, hein. On espère que ce court live, au moins vous aura plu, vous aura apporté au moins un minimum d'informations qui vous permettront de pouvoir agir. Hein. Et comme on a dit, dès lundi, les titis, smartphone dans la poche, avec la date, avec les dates et leur préréglé sur le smartphone pour que ça s'incruste sur les photos. Vous prenez un masque, vous achetez une belle boîte, hein. Et puis après, voilà, on aura la preuve avec le ticket et la date sur le ticket aussi et la date sur la photo. Et ben que voilà, ça existe bien et que voilà, qu'il y a bien un problème avec ces masques-là. Et avec ça, voilà, on pourra aller enterrer tous ces masques obligatoires, recommandés. Il n'y en aura plus normalement nulle part. Et c'est vrai que pour dire, en réalité, les seuls masques qui sont efficaces, c'est les masques qu'on voit pour les militaires et aussi dans les films catastrophes, genre les masques, vous savez, les masques à gaz, là, avec des grosses cartouches. Ça, c'est des masques. Ça fonctionne. Mais il y a tout un équipement à voir avec. Voilà. Donc en réalité, les autres masques, voilà. Le seul cas où ça marche, les masques chirurgicaux, c'est pour les salles d'opération. Donc quand on va danser, ou quand on va manger, ou quand on va à la poste, ou voir son banquier, ou au coiffeur, nous allons pas nous faire opérer. Hein, donc voilà. Donc je pense qu'avec ça, normalement, si on fait le boulot, les kikis, nous on va le faire avec Jules et Grégory et tout ça. Mais si de votre côté vous reprenez le texte pareil, vous faites la même chose, je vous garantis que ça, ils vont l'avoir entre les, entre les coucougnettes et ils vont vraiment ils vont plus avoir le choix. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je me sers que je vous transmets mes textes comme ça, c'est pour que vous puissiez avoir les connaissances que j'ai rapidement, puis au moins vous pouvez les utiliser. Voilà les amis. Ok, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Merci Eric pour cette prestation et pour tout ton, comment on appelle ça, le don de ta personne pour ces causes qui ne sont pas toujours évidentes. Voilà. Donc, comme Eric vous a dit, la sommation, vous l'aurez en fini. Vous passez par son Messenger, par Jean-Jacques, par moi, et vous aurez le produit fini à disposition. Et puis, on vous invite à faire relayer l'information et puis à la publier un peu partout. OK? Faites comme les autres font. Bombardez ça dans toutes les chaînes que vous fréquentez. Et au moins, les gens finiront par cliquer dessus et par voir qu'il y a quelque chose d'important qui est mis à leur disposition. Voilà. Et puis les amis, je vous tiens aussi à témoin. Hein, on est le 19 juillet 2020. Vous êtes de prendre connaissance qu'il y a une sommation. Vous verrez si M. Fioril va vous faire le coup de la sommation par rapport aussi au truc des masques. Parce que vraiment, là, je te dis, moi, s'il veut vraiment me souffler dans les bronches. Eric. Ça, on n'est pas en train de régler le compte de M. Fioril ici. Ce n'est pas là le sujet, s'il te plaît. Non, mais pour le coup, M. Fioril, c'est moi qui vais le régler pour ça. Ouais, d'accord. On arrête là, s'il te plaît. Ne dévions pas. On est en train de parler du masque. On reste sur le masque. Les amis, vous voyez, je vais être censuré par Julien Gall. Ah, ça y est, vas-y, exprime-toi. Non, mais voilà, je veux dire, là, je fais vraiment ça pour tout le monde. Et on va dire, je fais pas ça que pour M. Fioril. Hein, donc, s'il peut éventuellement avoir la gentillesse la prochaine fois qu'il veut éventuellement me prendre quelque chose, il me demande. Voilà, et puis il demande à Jules de me demander. Et je vous garantis, je réponds, moi. Okay. Il l'a jamais fait. Pour moi, il fait le mort. Bon, écoute, je vais essayer de le contacter. Je vais le contacter. Je suis en contact avec lui. Je vais le contacter. Ça serait bien. Tiens, pour une fois, ça serait une prouesse technologique et humaine puissante. Ok, d'accord, ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Eric. Et puis, merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ouais. À très bientôt. Bisous. Ciao. Merci à vous tous, les amis. À vous toutes, les amis IE et IF. Et puis voilà, donc profitez bien des petites connaissances qu'on vous donne. Et puis, servez-vous-en surtout. Hein. C'est important. Voilà. Et puis surtout, vous pourrez aller à la plage sans masque. Ouais, c'est super. Ne pas plonger sans masque. C'est bon, ça y est, je peux arrêter? Oui. Ah, tu sais plus arrêter le live? Ah merde. Non, si, je dis, est-ce que je peux arrêter? Ah, je sais pas si tu avant d'être considéré comme un censeur. Non, vas-y. Bon, allez.
il court, le coronavirus. Aïe, 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 aïe. Bon, ben, les amis, allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao, ciao.